Bien, bonsoir à tous. Nous allons commencer. Je crois que tout le monde est là. Pour les autres, je crois que nous avons des pouvoirs. Merci à ceux qui viennent nous assister à la réunion, à ce conseil municipal. Nous allons commencer par l'appel. Donc, Alphonse Boy présent, Vanessa Annie, Alain Boucris, Anne Ferreira, Jean-Luc Després, Pauline Bisquer, va arriver, je crois. Arnaud Dessin, Céline Monassa, Roland Tibi, Jean-Pierre Vanaver, Dominique Humez, François Elie, Caroline Delis donne pouvoir à Arnaud Dessin. Mehdi Belou donne pouvoir à Alain Boucris. Samantha Crisias donne pouvoir à Céline Monassa. Noémie Arnaufi, Grégory Nguyen, Bernard Caméraire, Karine Charles, Benjamin Godon, Stéphanie Couchou donne pouvoir à Alphonse Boy, Mathias Alonso, Joël Vilassa, Jean-Charles Joulin, absent, Claude Duroux, Laura Delbosque et Thierry Evin donne pouvoir à Claude Duroux. C'est bon. Bien. Avant de commencer ce conseil municipal, enfin l'ordre du jour du conseil municipal, je vais donner la parole aux représentants de Vivre Marolles qui ont souhaité faire une déclaration comme ils me l'ont demandé. La parole est à vous. On m'entend là? Ça fonctionne? Oui. Bien. Donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, le 22 janvier 2023, nous avons appris par le biais de la presse locale que madame Sylvie Gereinte, chef de file de la liste Vivre Marolles lors des dernières élections municipales, avait rejoint le Rassemblement national du Val-de-Marne en tant que trésorière. Certes, nous sommes en démocratie et chacun a le droit de faire les choix qui lui conviennent à titre personnel. Toutefois, en tant qu'élu de cette liste, nous voulons indiquer que cette décision est la sienne et déclarer clairement et sans ambiguïté ici devant le Conseil que nous nous désolidarisons totalement de cette décision. En effet, son engagement auprès du Rassemblement national ne correspond nullement à nos convictions et aux valeurs que nous défendons, à savoir, entre autres, l'humanisme, la tolérance, la liberté, la solidarité, la lutte contre les inégalités, toutes les formes de discrimination et donc le refus du racisme. Aussi, en tant qu'élus de l'opposition, nous, Karine Charles, Joël Vilassa et moi-même, Bernard Caméraire, avons décidé de nous positionner désormais en tant que conseillers municipaux indépendants et de ne plus être associés à la liste Vivre Marolles. Nous vous demandons donc d'acter cette décision qui fait suite à l'envoi de notre courrier adressé à monsieur le maire en date du 21 février dernier et de mettre en place des démarches administratives qui s'y rattachent. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Effectivement, nous avons reçu le courrier. Comme je vous l'ai indiqué en privé, nous avons pris contact avec les services de la préfecture pour nous dire également, pour nous dire concrètement comment les choses vont se passer, mais nous n'avons pas eu de réponse pour mettre tout ça en place aujourd'hui. Voilà, alors nous devons désigner le secrétaire de séance, ce sera Céline Monassa. Nous devons également adopter l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des personnes contre? L'ordre du jour est adopté. Il y a également le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2022 que nous devons adopter. Y a-t-il des remarques? Non. Voilà. Donc, le procès-verbal est adopté. Donc, comme d'habitude, je vous ai donné communication et la note explicative de toutes les décisions qui ont été prises au cours depuis le dernier conseil municipal. Il s'agit essentiellement de conventions. Il s'agit essentiellement de conventions avec les associations, c'est-à-dire chaque année nous devons conventionner avec les associations pour le renouvellement des subventions, l'utilisation des salles, des terrains, bref, tout ce qui est mis à leur disposition. C'est essentiellement ces mesures qui ont été prises durant cette période.
J'avais juste une petite question. Pourquoi 2 fois la convention de partenariat avec la MAP? Est-ce qu'il y a une explication ou est-ce que c'est une erreur? Alors, je vous donne, c'est le 15 2022 et 32 2022. Alors, 15 2022 et 2022. bon, je crois que ça a été... oui, c'est une répétition, mais bon. Il n'y a pas de motif particulier. Non, il n'y a pas de motif particulier, ça sera rectifié. Voilà, d'autres points sur ces sujets. Je crois que les explications sont bien données. Également, vous avez donc le récapitulatif des demandes de subventions et toutes les modifications qui ont été apportées, les renseignements que nous avons reçus, les accords, les refus, enfin tout est bien détaillé. Donc si vous en êtes d'accord, nous allons passer directement au premier point des affaires générales. Alors le premier point des affaires générales, c'est la nomination de la voie de l'île au Sud. Vous vous souvenez, récemment, il y avait 2 voies que nous avons nommées, impasse de la Roseraie et impasse des Serres. Donc là, actuellement, l'île au Sud est en plein travaux. Donc comme l'île au Sud est sur la rue du Pressoir, il s'agit simplement de donner le numéro de sa position, c'est-à-dire le 19 rue du Pressoir, qui sera l'adresse de l'île au Sud. Voilà. Donc il est de... Juste un petit point là-dessus. C'est le 19, mais pouvez-vous nous préciser effectivement sur le plan où se situe ce numéro? Parce qu'en fait, il semblerait que le 19 soit du côté pair, que vous l'ayez installé sur le côté pair, alors qu'effectivement, il y a un côté impair aussi sur cette voie. C'est quand même important de le signaler parce que bon, pour les services de secours, etc., dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Donc, pourquoi cette, entre guillemets, incohérence? En fait, nous en sommes préoccupés, nous avons vérifié, et en fait, on nous a dit que, enfin, le promoteur notamment, nous a dit que c'était tout à fait cohérent, qu'il s'agissait simplement à l'intérieur, donc on aura des 19 A, B, C, D, etc., etc. Donc, on est sur le côté impair. On est bien sur le côté impair, je crois, parce que nous avons vérifié encore. Le plan n'était pas bien précis parce qu'il n'y avait pas la rue. Donc, je suppose que la rue, c'est la rue Pierre-Besançon sur le plan et ensuite la rue du Pressoir. Mais Oui. quand vous regardez, pour nous, quand vous rentrez rue du Pressoir, vous avez sur votre gauche les numéros impairs. C'est ça? Et l'entrée de la résidence se ferait sur la droite côté pair. Non. Nous parlons de l'île au Sud. Oui. Donc l'île au Sud, l'entrée sera sur la partie impair. C'est côté gauche. C'est côté mairie. Donc c'est le 19. C'est bien le 19. Non. Le côté droit, ce sera l'entrée de l'îlot ouest. D'accord? Et l'îlot sud sera sur la gauche, oui. Exactement. Non, il n'y a pas de problème particulier. Donc, il nous est... Oui, non, mais parce que le pire, c'est que nous avons vérifié, j'ai revérifié 2 fois, j'ai été sur le plan, et moi j'avais vu autre chose, mais bon, ça n'a pas d'importance. Parce que quand je demandais le 19, il m'amenait au fond, et puis je ne comprenais pas, mais finalement, bon, tout est dans l'ordre. Donc, il convient de valider le nom attribué aux voies définies dans les annexes jointes, bien sûr, et de m'autoriser à signer les pièces nécessaires à l'exécution des présentes délibérations. Voilà. S'il n'y a pas d'autres remarques, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Le point 1 est adopté. Alors, nous allons passer maintenant au deuxième point qui sera le gros de cette réunion. C'est le rapport d'orientation budgétaire 2023. Donc, nous vous avons donné un document qui est très détaillé et c'est pas parce que c'est nous qui l'avons fait, mais qui est très bien fait. Je suis d'autant plus à l'aise de le dire que c'est pas moi qui l'ai fait. Donc, je voudrais remercier encore une fois nos services parce que je pense que le rapport est bien fait. Toute la description de la situation de l'économie mondiale, de l'économie nationale, de la situation européenne est très très bien faite. Et je pense que beaucoup d'élèves de sciences économiques auraient aimé avoir un tel résumé.
Voilà. Alors, nous allons... oula, je vais un peu trop vite. Voilà. Donc, l'environnement général, le budget communal et les orientations budgétaires, nous allons les passer rapidement. Bon, le rapport d'orientation budgétaire est obligatoire pour les villes de plus de 3500 habitants. Enfin bon, tout le monde a lu cela. Je pense que nous pouvons aller un peu plus vite. L'environnement général, l'environnement de l'inflation. J'ai retenu cette slide parce qu'elle est intéressante pour voir d'abord que l'inflation n'est pas due à la guerre en Ukraine, mais elle était antérieure. Il y avait déjà le coût des matières premières qui avait généré cette inflation. C'est une inflation record, car depuis 40 ans, nous n'avons pas connu, depuis les années 70, nous n'avons pas connu de telles inflations. Et donc, ces conséquences sur le PIB, qui sera estimé à 0,5% pour l'année 2023. On est plutôt aux alentours d'1% actuellement. Voilà. Et également, un élément assez exceptionnel, un taux de chômage assez bas, qui se stabilise à 7,1%, qui est nouveau là aussi. En général, à 6%, on dit que 5-6%, on dit qu'on est en plein emploi, puisqu'il s'agit du chômage frictionnel. Bon, le projet de loi, la loi des finances, quels sont les changements qui nous impactent, parce qu'on fait court pour ne pas y passer beaucoup de temps. D'abord, la réglementation sur la CVAE, donc la taxe pour les entreprises, qui va être réduite de moitié en 2023 et qui sera complètement supprimée en 2024, mais compensée pour les communes. Donc, c'est le Grand Paris actuellement qui collecte la CVAE et qui nous la reverse. Nous recevons à peu près 1 300 000 du Grand Paris. Nous avons reçu un courrier disant que nous allons les recevoir encore cette année. Pour la DGF, alors l'État a décidé d'augmenter, là aussi c'est rare, la DGF de 130 millions d'euros. Alors 130 millions dilués sur 36 000 communes, ça va faire peu, mais il y a une augmentation par rapport aux autres années. Le fonds de péréquation intercommunale a augmenté d'1 milliard, c'est-à-dire que le fameux pic que les villes riches payent aux villes en dessous de la moyenne, les villes riches comme les nôtres, devraient augmenter là aussi, devraient être abondées d'1 milliard. Juste une question, effectivement, 130 millions divisé par 36 000. Bon. On a une idée de ce qui reviendrait à une commune comme la nôtre ? On ne sait pas encore, puisqu'on nous le notifie pas après. encore de... Ça, c'est vraiment les éléments de la loi de finances voilà. d'automne. Non, justement. Donc ça a été voté. Après, Ouais. comment ça sera réparti, sur quels critères ? Voilà. Les critères ne sont pas encore définis. Non. Voilà. Et d'ailleurs, quand ils seront définis, si on comprend, c'est qu'ils se seront mal expliqués. Parce que c'est toujours très compliqué. Nous en reparlerons. Ensuite, il y a la création du filet de sécurité sur les dépenses énergétiques. Alors, essentiellement pour les ménages et pour les villes de moins de 2500 habitants. Vous avez vu qu'à l'instar de toutes les communes du Val-de-Marne, nous avons mis une banderole pendant un moment à l'entrée de nos villes pour dire que nous aussi, nous demandons une couverture comme les particuliers en fait, pour pouvoir couvrir nos foyers d'énergie, nos augmentations d'énergie. Et puis il y a ce fonds vert doté de 2 milliards d'euros. Le fonds vert, c'est un fonds qui a été doté par l'État pour permettre aux collectivités de réduire la consommation énergétique de nos bâtiments. Donc écoles, la commune, etc. Donc vous savez que nous sommes dans un projet, d'ici 2030, nous devons réduire nos consommations énergétiques de 30%. Par conséquent, nous sommes lancés dans l'étude pour nos bâtiments à Marolles. Nous avons payé une étude pour ça, donc nous aurons l'occasion d'en parler au cours du budget notamment. Voilà les grands points de la loi des finances qui concernent directement les municipalités, qui nous semblait important de partager avec vous au cours de ce ROM. L'autre point également, plus précisément sur nos orientations budgétaires, une forte augmentation des dépenses énergétiques, mais nous ne savions pas la dernière fois où nous nous étions pensés, et j'avais cru entendre que gouverner c'était prévoir, mais il ne fallait pas gouverner en toute ignorance. Donc là, nous avons les éléments.
L'augmentation des prix énergétiques, l'électricité fois 2,5 et le gaz fois 3. Je dois dire que ça nous a beaucoup rassurés et ça a justifié qu'il était urgent de ne rien faire parce qu'il n'y avait pas de quoi s'affoler en fait. Donc nous absorberons ces augmentations sans difficulté. Parce qu'à un moment donné, on a parlé de x8. Hein. Non, x8. Certains ont même parlé de x8, x7, selon qu'on était adhérent à... On a tout entendu. On a entendu tout et n'importe quoi. En tout cas, nous sommes rassurés. Pour l'instant, à 2,5, à 3 pour le gaz, l'augmentation du carburant, bien entendu. L'augmentation des prix alimentaires aussi. Notre contrat avec Elior s'arrête à fin août. Donc nous sommes en train de renégocier le contrat. Enfin, renégocier le contrat, non. De relancer un appel d'offres, justement pour éviter une renégociation, parce qu'ils vont nous taper dessus avec un marteau très, très, très lourd et ça risque de faire mal. L'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, les 3,5 points depuis le mois de juillet, et peut-être une augmentation en cours d'année. Donc là aussi, c'est une hypothèse qu'il ne faudra pas perdre de vue. Et puis, le coup de pouce qui a été donné au SMIC, et il est question aussi peut-être d'en donner un autre un peu plus tard. En tout cas, malgré toutes ces augmentations, nous avons souhaité, comme je l'ai annoncé au nom de l'équipe lors des vœux, nous avons souhaité maintenir le pouvoir d'achat des Marolais et d'une part, ne pas faire recours à l'emprunt, d'autre part, ne pas augmenter les taux d'imposition. Je dis bien les taux d'imposition parce que lorsque nous recevrons tous nos impôts, ils vont augmenter lorsque la base va augmenter. Donc il y a toujours cette notion, l'assiette et le taux. Mais la taxe foncière est bien faite puisque vous avez en haut à gauche le taux de l'année dernière et le taux de l'année en cours. Donc on verra que c'est le même taux. Après, pour ceux qui voudront faire des réclamations pour les bases, pour l'assiette, pour les bases, je tiendrai à leur disposition l'adresse de l'Assemblée nationale. Voilà, donc nous tenons vraiment à garder cette politique autant que possible. Voilà, alors, comment s'est passé 2022 ? Donc là aussi, vous avez eu le temps de regarder tout ça. Je pense que les explications sont claires. Il y a pas mal de choses qui ont été dites. Allons directement au résumé, au global. Ici, le résultat de clôture de 2022 était de 399 000 euros. Le résultat, au niveau du fonctionnement, bien sûr, le résultat de fonctionnement 2021 reportait 978 000 euros. Donc, nous finissons l'année avec un résultat cumulé d'1 377 000. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur les différentes dépenses, enfin, nous avons vu cela en commission déjà. Voilà. Surtout, oui, nous avons réalisé 93% des dépenses et 108% des recettes. Donc, je tiens à dire ici et remercier l'ensemble des agents parce que nous les avons vraiment, intéressés et sensibilisés aux nécessités de négocier les prix, et pas simplement d'avoir 3 devis. On se contentait d'avoir 3 devis tout simplement, mais en plus des 3 devis, il faut vraiment négocier les tarifs. C'est une des, entre guillemets, conditions pour aller chercher la prime qu'ils ont obtenue cette année également. Voilà, tout le monde joue le jeu, c'est sympathique, et on en parle, et on dit, voilà, monsieur le maire, on a négocié telle chose, bon, tout le monde est content, c'est vraiment un jeu sympa. Voilà. Pour le budget d'investissement, alors, étant donné toutes les augmentations que l'on entendait, nous nous sommes dit qu'il était peut-être prudent de ne pas faire le plan d'investissement comme nous l'avions prévu au moment du budget. Donc nous avons un peu levé le pied, ce qui fait que nous n'avons réalisé que 73% des dépenses. Mais quels 73% ? Vous verrez tout à l'heure lorsque je vous montrerai le graphique. Donc nous avons réalisé 77% des recettes pour 73% des dépenses parce que, par exemple, nous avons reporté la première tranche du parc urbain, donc la voie verte, hein, c'est tous les chemins que nous prenons pour nous promener, parce que simplement, les prix qui nous avaient été annoncés avaient augmenté de manière drastique. Donc on s'est dit, bon, il est urgent de ne rien faire, de commander une étude, de revenir dessus et de le mettre à l'ordre du jour en 2023.
2023. Voilà. Donc là, le résultat de clôture était de 1 716 000. Alors pourquoi 1 716 000 ? Vous vous en souvenez, il y a une année 2021 particulière, puisqu'il y a eu la vente de l'île au Sud, justement. Donc le résultat a été assez particulier. Donc le résultat d'investissement reporté était d'1,8 million, ce qui fait que l'exercice en investissement génère un résultat de 145 000 euros, plus un reste à réaliser, c'est-à-dire des excédents de reste à réaliser d'investissement, de 684 000 euros, c'est-à-dire des recettes et quelques dépenses que nous devons effectuer, mais qui ne sont pas encore effectuées. Donc nous n'avons pas voulu les rattacher à 2022, mais attendre effectivement lorsque nous aurons reçu les sommes. Voilà comment s'est passé 2022. Donc je pense que comme nous l'avons annoncé lors des vœux, l'année 2022 a été une bonne année en termes financiers et l'argent public a été bien géré à Marolles-en-Brie. Alors, quelles sont les orientations de 2023 ? 2023, au niveau des budgets de fonctionnement, donc il est de tradition de comparer les budgets d'année en année, nous avons une augmentation dans le budget que nous prévoyons à aujourd'hui, parce qu'il suffit que les 3 banques régionales américaines qui viennent de s'écrouler engendrent des décisions pour que des choses changent, etc. Enfin voilà, on est vivant au jour le jour pour suivre tout ça, mais comme on dit en italien, le monde est un village, donc aujourd'hui il faut faire attention à tout. Nous allons être à 9 764 000 euros, mais ces 9 764 000 contiennent 568 000 euros d'augmentation des coûts. Donc c'est le coût des 3,5 millions de 3,5 points de fonctionnement, c'est le coût de l'énergie, c'est le prix du gaz, c'est le prix de l'électricité. Bref, c'est toutes ces augmentations qui viennent impacter notre budget de fonctionnement. N'eût été ces augmentations, notre budget aurait été de 9 206 000, c'est-à-dire en baisse par rapport au budget prévu l'année dernière, parce que nous essayons de réduire notre budget de fonctionnement autant que possible. Voilà pour le budget de fonctionnement. Et pour le budget d'investissement, là aussi, étant donné que l'année 2022 a été une année assez exceptionnelle en termes d'investissement, nous avons légèrement réduit le budget d'investissement à 2 783 000 par rapport à un budget de 3 millions de l'année dernière, ce qui nous ramène à peu près à ce qui avait été réalisé cette année. Voilà sur ces 2 orientations budgétaires. Après, nous avons le détail, ce que nous entrevoyons en termes de recettes de fonctionnement. Bon, nous sommes prudents. Nous ne connaissons pas l'augmentation des bases qu'il va y avoir. Alors, une petite précision quand même, c'est que lorsque nos bases augmentent, nous payons certains impôts en plus, puisque certains impôts sont basés sur nos impôts, notamment notre participation au GPSEA, dans ce qu'on appelle le fameux fonds de compensation, le FCCT, augmente parce que nous avons eu plus de recettes cette année. Donc nous avons 92 000 euros d'augmentation de cotisation cette année parce que justement notre base a augmenté. Donc voilà pour les recettes, je passe assez vite. Les taux communaux, les taux sont inchangés, donc là aussi nous gardons les mêmes taux que l'année précédente. Les dépenses de fonctionnement, une maîtrise des coûts, les charges de personnel 35-59%, nous étions à 38% l'année dernière, grosso modo on est monté sur ces 10 dernières années jusqu'à 39-40%. En général, les communes sont aux alentours de 40-45%. Donc c'est plutôt pas mal. Là aussi nous essayons parce que c'est une dépense certaine et c'est un coût assez particulier parce que quand on revoit les revalorisations des points d'indice, chaque année, nous prenons à peu près 148 000 euros sans rien faire. Voilà. Donc, à force de prendre 148 000 euros sans recette en face, c'est assez difficile à absorber. Voilà. Un point également important, les recettes imprévues. Nous envisageons d'être à 315 000 euros. L'an dernier, nous étions à 150 000. Donc, ça prouve que
là aussi, les recettes sont tenues puisque nous avons beaucoup de dépenses imprévues, ce qui est plutôt une bonne marge de manœuvre. Les charges financières, bon, nous n'avons pas contracté de nouveaux emprunts. Par conséquent, nous verrons le graphique tout à l'heure. Nos emprunts baissent de manière normale, rien de particulier. Pour ceux qui seront là en 2050-45, il n'y aura plus d'impôts payés pour la ville. Voilà. Au niveau de l'effectif, nous avons 83 postes budgétaires, dont 75 de pourvus au 1er janvier 2023, avec la répartition que vous avez sous les yeux. En les additionnant, Quand vous regardez en fait ouvert, titulaire, non titulaire, je pense qu'il manque un chiffre peut-être dans la case titulaire des catégories C, pardon. Je pense. alors 70, 75 et 8, ça fait 83 pourtant. Si vous regardez les ouverts, 70 en catégorie C, 8 ça fait 78 et 5 ça fait bien les 83 postes budgétaires. D'accord ? Après, il faudrait rajouter 3 et 15, ça fait 18. 18 et 35, que je ne me trompe pas. 18 et 35, ça fait 73. Il doit en manquer 2. Vous avez raison. Il doit en manquer 2. Voilà. Mais je vous rassure, ce n'est pas des emplois fictifs. Vous avez compté. Bon. C'est bien. C'est bien. Voilà, nous vérifierons ça. Peut-être, je ne sais pas. Ou de non contractuels, parce que là, nous avons mis les catégories ABC. C'est donc pour les agents. Peut-être que le reste, c'est les contractuels, qui ne sont ni en A, ni en B, ni en C. Mais nous le préciserons. Bon, les recettes d'investissement, rien de particulier. Nous envisageons, dans le résultat de fonctionnement de 2022, nous envisageons de passer 400 000 euros en dépenses d'investissement. Vous vous souvenez, l'an dernier, ça avait fait l'objet de quelques commentaires, nous n'avions rien passé de fonctionnement vers l'investissement, dans la mesure où il y avait cette vente de l'île au sud, qui nous avait rapporté 1 420 000 euros. Là, cette année, nous avons l'autofinancement, puisque nous sommes à 1,3 million. Nous mettrons 400 000 euros de l'autre côté, plus 200 000 euros que nous mettrons en fonctionnement, mais que nous pourrons à tout moment transférer en investissement. Voilà. Alors, les subventions, vous connaissez ce graphique. Comme une performance ne se juge que dans le temps, en comparaison de ce qui a été fait. Donc les subventions obtenues cette année, enfin en 2022, donc nous avons obtenu 70% de ce qui était budgété, 264 000 euros, parce que justement, le reste est dans le reste à réaliser. C'est pour cela que le montant n'est pas très important. Mais ça reste, si l'on compare jusqu'en 2012, à un niveau assez important. Et le budget prévu en subvention, comme nous avons déjà quasiment 1 million en restant réalisé, les subventions de l'année 2023, nous le souhaitons, seront assez importantes. Les dépenses d'investissement, donc là aussi nous prévoyons de maintenir notre politique d'investissement. Les éléments les plus importants cette année seront, mais nous le verrons dans le PPI, la première tranche du parc urbain, enfin la voie verte, plus la vidéoprotection, encore plus quelques menus investissements, enfin les trottoirs, le courant, le quotidien. Les investissements réalisés, alors l'année dernière, nous avons réalisé 2 309 000 euros, c'est-à-dire un montant jamais investi dans cette ville jusqu'en 2012. Avant, je n'ai pas les données. C'est un montant assez important en termes d'investissement. Là aussi, nous avons réalisé 72% des investissements qui étaient prévus au budget. Les emprunts, bon,
nous n'avons plus d'emprunt à risque. Tout ça avait été réglé par la précédente mandature, au moment où le sujet était vraiment à l'ordre du jour. Donc nous n'avons pas eu recours à de nouveaux emprunts. Passons directement au tableau de la dette. On peut rappeler, juste pour les Marolais, pour leur info personnelle, que le recours à l'emprunt, c'est bien pour les dépenses d'investissement. Absolument. On ne peut pas. Oui, absolument. Vous faites bien de le rappeler. On ne peut pas s'endetter sur des dépenses de fonctionnement. Absolument. Voilà. Et on ne peut pas passer des résultats d'investissement dans le fonctionnement non plus. Voilà. Il faut une autorisation spéciale pour ça. Et les villes qui l'ont demandé attendent toujours. Parce que nous en connaissons dans le Val-de-Marne. Voilà. Donc, le remboursement se fait très simplement. Vous avez les intérêts, bien sûr, qui seront de moins en moins importants, puisque les banquiers se payent d'abord avant de payer le principal. C'est comme ça. Ce qui impactera notre compte forcément de résultats, puisqu'en fonctionnement, nous avons les intérêts et le capital se trouve dans le compte d'investissement. Donc nous aurons de moins en moins d'impact des intérêts dans notre compte de fonctionnement et davantage dans le budget de fonctionnement. Voilà, pour finir, nous arrivons au PPI. Bon, là aussi, nous avons mis en place tout ce qui est prévu en termes d'investissement. Nous retrouvons le parc urbain, nous retrouvons les études, nous retrouvons les études pour les bâtiments, nous retrouvons la vidéoprotection et puis les différents travaux que nous prévoyons de réaliser. Voilà, mesdames et messieurs, ce que l'on pouvait dire sur ce débat. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'on peut revenir sur quelques aspects du PPI ? Oui, bien sûr, Alors, sur le tableau. Juste avoir quelques précisions. Le remplacement de la passerelle, d'après le PPI, ne se fera qu'en 2024 et non en 2023 comme annoncé. Vous confirmez ? Oui. Très bien. Oui. Pour quelle raison ? Pour une simple raison, c'est que nous comptons prendre en charge le financement de cette passerelle par ce qu'on appelle le plan pluriannuel d'investissement du GPSEA. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons un droit de tirage au niveau du GPSEA et ce droit de tirage est triennal. Donc là, c'était 2020-2023. Donc, non, c'était 2019-2022. Voilà. Et 2023, il y a une année blanche pendant laquelle on ne peut rien tirer. Il n'y a plus de fonds. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas cumuler des investissements sur deux plans, sur deux PPI du territoire. Donc en 2023, nous n'avons plus de droit de tirage. Par contre, il repart en 2024. Donc comme nous voulons le financer par le PPI, eh ben, nous le reportons à 2024. Mais ça rentre tout à fait dans le plan de la voie verte. C'est pas ce qui était prévu, puisque justement, vous nous aviez dit en fait en connaissance de cause, justement, que ce serait fait sur 2023. Est-ce qu'il y a... cette donnée existait déjà avant ? Oui, mais le décalage de l'investissement, la première tranche de la voie verte était prévue en 2022. Nous l'avons reporté, donc tout s'était reporté un peu d'un an. D'accord. Ah, mais même sur les mains, Bernard, si tu peux. On a refait des travaux. Il y a encore de... Voilà. Régulièrement. Et vu mon poids, je veille à ce que ce soit solide. Ou vous n'y passez pas. Non, je pense que je fais un bon test de la solidité de la passerelle. Voilà. D'autres points, si vous voulez qu'on revienne sur d'autres points. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur le montant alloué pour le développement durable à horizon 2024 ? C'est un montant conséquent, il est de l'ordre de 590 000 euros. Qu'est-ce qu'on met derrière ce montant ? Alors, il y a beaucoup de choses, mais majoritairement, justement, le plan d'économie d'énergie de nos bâtiments. Donc, nous avons déjà fait l'étude que nous avons financée. Il y en a pour de tête, je vous dis à peu près 4 millions, 5 millions à investir. C'est 5 millions à investir, donc il faut commencer. Nous allons aller chercher de l'argent dans le fonds vert et il faut le faire vite parce qu'il y a 2 milliards, mais bon, on ne sera pas tout seul.
Donc vous envisagez de prioriser ces travaux, je suppose. Nous comptons les faire très rapidement. Ok. Un autre point, le montant alloué pour la maison pour tous. Vous n'avez pas encore dévoilé le projet. Est-ce que vous pensez que 5 000 euros, c'est suffisant? Oui, enfin non. 5 000 euros, ce n'est pas pour les travaux. 5 000 euros, c'est pour le fonctionnement. C'est juste un fonds de fonctionnement. Après, les gens qui viendront paieront leurs boissons, etc., etc. C'est un peu un fonds de roulement. Sur les travaux, nous avons prévu 10 000 euros sur le PPI. Il y a 10 000 euros de travaux qui sont prévus, je crois. C'est 5 000 de travaux, 5 000 de fonctionnement, plus du travail en régie. Voilà. C'était 5 000 et 5 000. Ouais. Non, c'était en régie. Mais bon, il n'y a pas non plus... Et ensuite, c'est de l'embellissement. J'ai 2 autres points. Est-ce que les copieurs ont-ils été achetés? Oui. Pour quelle raison? Tout simplement parce que si vous faites bien un calcul, quand vous louez des copieurs, vous les payez 3 fois. Alors, je peux vous dire que ça, c'est un calcul que l'on apprend très rapidement. Pas forcément de votre avis, parce qu'il y a l'obsolescence du matériel après, mais bon. Non, mais quand vous payez un copieur 3 fois, vous pouvez amortir l'obsolescence. Et je peux vous dire que quand vous le proposez à ceux qui louent, ils comprennent rapidement. Il y a aujourd'hui beaucoup de sociétés, parce qu'en fait, le calcul est biaisé, parce qu'on pense que oui, effectivement, tous les mois, on ne paye pas grand-chose, mais on le paye sur 36 mois. Donc si vous ramenez tout ça sans actualisation monétaire, si vous ramenez tout ça au coût, aujourd'hui, étant donné la baisse de ces produits technologiques, il vaut mieux les acheter. C'est beaucoup plus rentable. Et d'ailleurs, je dois préciser que depuis que nous avons été élus, nous avons convoqué les personnes qui louaient les photocopieurs et nous leur avons dit qu'ils s'étaient engraissés grassement et que s'ils voulaient continuer à travailler avec nous, on veut garder les machines en attendant de les acheter. Et pendant 2 ans, nous n'avons plus payé de photocopieurs. C'est pour vous dire que cette logique-là, moi, je la connais bien à titre professionnel. J'ai négocié plusieurs fois des photocopieurs et nous y gagnons vraiment beaucoup. Et dernier point, donc la vidéoprotection, quelque chose de très attendu de la part des Marolais, parce que ça va venir bien sûr combler le manque d'effectifs de la police pluricommunale ou le syndicat, je ne sais pas, intercommunal. Lors du conseil municipal en date du 12 avril, on a voté pour la création d'une APCP d'un montant de 400 000 euros. Avec donc, juste pour rappeler aux Marolais, j'aime bien leur parler en termes clairs, leur dire que c'était en fait un échéancier sur plusieurs années. Là, c'est ça. Dans le PPI, là, on voit qu'il y a un premier montant de 355 000 euros en 2023 et un second montant de 350 000 euros 2024-2025. Est-ce que vous pouvez nous préciser en fait les travaux et pourquoi ce montant? Du coup, quand on fait le calcul, la somme, on est à plus de 700 000 euros. Alors, d'abord, le commentaire qui consiste à dire que la vidéoprotection est en complément d'une lacune de la police intercommunale est un point de vue qui vous appartient, dont je vous laisse la responsabilité. Ce n'est pas notre vision. La vidéoprotection est nécessaire parce que celle qui a été installée était vraiment pas digne d'une ville comme la nôtre. Il y en a à peu près une vingtaine qui ne fonctionnent pas. Et je l'ai déjà dit ici, chaque fois qu'on a voulu obtenir des images de Marolles, la police de Boissy n'a rien pu obtenir, à tel point qu'ils nous appellent, ils disent que Marolles, c'est les triangles de Bermude. Franchement, les caméras qui ont été installées ne sont pas des caméras installées. Donc, nous avons décidé d'installer véritablement des choses actuelles avec un logiciel actuel. Et en plus, de le raccorder à un système de visualisation avec un écran, etc., etc. Donc, de les rapatrier au niveau du syndicat intercommunal de police. Voilà. Donc, effectivement, il y avait ce plan qui était prévu, mais étant donné les travaux, nous sommes obligés nous allons le modifier, augmenter les sommes, parce qu'aussi les prix ont augmenté là aussi, malheureusement. Alors, nous avons souhaité déjà qu'il y ait une caméra aux 3 entrées des villes. C'est-à-dire que nous pourrons savoir, étant donné les technologies actuelles, lorsqu'il y aura des levées, nous pourrons voir les plaques d'immatriculation, à quelle heure dans la nuit,
éventuellement, et rentrait-elle voiture, et à quelle heure elle est sortie. Santeny, qui a déjà ce système, a attrapé ceux qui ont volé leur cuivre il y a quelques mois. Ils ont attrapé, d'ailleurs, cette voiture venait de Marolles et passait à Santeny, etc., etc. Donc voilà, donc les sommes augmentent parce que les coûts augmentent, mais je pense vraiment que nous devons avoir aujourd'hui, nous avons une bonne connaissance de ce qui se passe aujourd'hui sur la ville, et donc un système de vidéoprotection qui vaille la peine et qui serve à quelque chose, quoi. Pas des caméras par-ci, par-là, pour lesquelles et câblées en plus. Non, mais on prend le point, mais seulement entre 400 et 700, vous conviendrez que d'une année sur l'autre, effectivement, on est quand même sur des... Je veux bien croire qu'effectivement, on donne... Mais à ce rythme-là, dans 6 mois, vous allez nous dire, bah, finalement, il y a encore une nouvelle technologie qui est sortie. Parce qu'effectivement, le premier point que vous soulignez, à savoir, à l'époque, il y avait ceci, c'est l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, il y a une nouvelle technologie, et on comprend complètement, hein, il n'y a pas de souci, mais seulement, il y a un moment où il faut engager ces travaux-là, parce que sinon, on peut se retrouver dans un an. Mais c'est là que nous les engageons. Encore à se dire, non, mais parce qu'on en parlait l'année dernière déjà. Donc, je crois qu'il y a un moment où... Oui, mais tout à fait. Donc par rapport à l'estimatif que nous, on avait imaginé, nous ne sommes pas des professionnels, on avait prévu un budget alloué à un nombre spécifique de caméras, et finalement, les professionnels dans l'étude nous ont dit qu'il en fallait beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un delta plus important, parce qu'effectivement, on a fait appel à un génétique spécialisé dans le domaine, et qui a préconisé en fait plus de caméras que prévu par notre équipe au départ. Si je me souviens bien, vous aviez fait déjà appel à un cabinet, si je me souviens bien, pour effectivement évaluer les travaux à faire et le nombre de caméras à mettre en place. Oui, mais vous avez donc de nouveau demandé à un nouveau cabinet Ce qui a changé, c'est que le rattachement au CSU de Santeny n'était pas prévu. Ah, voilà. Alors il faut tout préciser, madame, parce que quand vous nous dites... voilà, donc ça c'est un élément nouveau. Et alors, ce n'est pas un événement que nouveau, c'est un événement en plus qualitatif, parce que... Mais qualitatif, pas de souci, mais c'est un élément nouveau. Je voulais préciser une chose, parce que pour obtenir des subventions, parce que là vous parlez de valeur, mais nous parlerons en reste à charge. Si vous voulez obtenir des subventions pour la vidéoprotection, si les caméras ne sont pas reliées à un CSU, vous n'en aurez pas de subvention. Donc nous avons préféré payer plus parce que nous allons faire le câblage jusqu'à Santeny. Le génie civil, voilà. On le comprend complètement. Le tout est de l'expliquer en amont. Absolument. Le tout est de le préciser en amont, de sorte qu'on ne se retrouve pas avec... on passe de 4 à 7, demain à 9. Pourquoi pas ? Dans ce domaine ou dans un autre, ça ne sera pas le cas. Hein ? Non, mais c'est tout. D'autres points Pour nous, c'est... Bien. Est-ce que l'Assemblée prend acte de la présentation du rapport d'orientation budgétaire pour l'exercice 2023 sur la base de ce ROB qui a été présenté? Il n'y a pas de vote. Tout le monde prend acte. Tout le monde était bien là. Parfait. Merci beaucoup. Alors, nous avons un point de finance très, très rapide, un point annuel. C'est les demandes de subventions des syndicats, des avances, pardon, des syndicats, ainsi que certaines associations. Donc, bon, là aussi, je vous fais grâce du LAUS, tous ces points qui seront au budget primitif. Donc, pour être très précis, pour le fonctionnement du CCAS, nous souhaiterions faire une avance de 30 000 € à cet organisme. Pareil pour le syndicat de la petite enfance, le CIP, donc les 2 crèches, Marolles et Santeny.
Le syndicat de police, le CIVU, donc 30 000 € également. Et puis 2 associations ont demandé une avance. Vous savez que les associations peuvent demander 25% de subvention avant le vote du budget. Donc le foot et le hand de 1 500 €. Voilà. Donc il nous est demandé d'autoriser le versement de ces avances et bien sûr de pouvoir les inscrire au budget le moment venu. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Le point numéro 3 est adopté. Alors, nous rentrons dans la longue séance enfance-jeunesse. Je donne la parole à Anne Ferreira, adjointe à l'enfance, à la jeunesse et aux affaires scolaires, pour dire son titre entièrement. Je ne donnerai pas ton âge, je te rassure. Non, on va s'arrêter là. Donc, premier point, il s'agit de la... Ça fonctionne là, ouais. Il s'agit de la convention d'objectifs et de financement de la caisse d'allocation familiale. Donc, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est pour le chargé de coopération. Donc, cette convention nous permet tout simplement d'avoir une aide financière de la CAF pour le poste de coordinateur au sein de la commune. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Non, tu le fais. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 4 est adopté. C'est des points récurrents qui reviennent tous les ans, donc, mais il faut le faire. Le deuxième point, c'est le point diagnostic. Donc, dans le cadre de la CTG, la Caisse d'allocation familiale finance à une hauteur maximale de 50% du coût global un diagnostic de territoire. Le montant global de cette prestation s'élevant à 4 560 €, la ville peut prétendre à une subvention de 2 280 €. Donc, c'est tout simplement pour pouvoir demander cette participation financière. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc le point suivant, c'est pour la formation BAFA et BAFD. Donc en fait, c'est un peu le même principe. C'est pour avoir des participations financières de la CAF pour pouvoir former au BAFA et au BAFD des agents. Donc qui est contre, pardon? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant, c'est la modification du règlement intérieur de la bourse au projet. Donc il y a 2 points que nous aimerions changer. C'est le changement des membres de la commission d'attribution. Actuellement, la commission d'attribution chargée de valider les projets est constituée des élus à la jeunesse et au CCAS, du coordinateur enfance-jeunesse, d'un ancien lauréat de la bourse et d'un membre du conseil d'administration du CCAS non élu. Il est souhaité alléger cette commission pour la réduire à l'élu en charge de la jeunesse, du responsable enfant-jeunesse et d'un membre du conseil d'administration du CCAS. En effet, il n'est pas jugé nécessaire d'impliquer trop d'élus et d'autre part, cette bourse n'ayant pas fonctionné depuis 2 ans, en raison de la crise sanitaire, il n'est pas facile de mobiliser un ancien lauréat. Donc ça, c'est le premier point qu'on aimerait changer. Le deuxième point, c'est l'élargissement des critères d'attribution. La municipalité souhaitant encourager la formation et la mobilité des jeunes, ces 2 critères sont ajoutés au règlement et les autres critères restant inchangés. Avez-vous des questions? Alors, nous ne le disons pas, mais nous devrions, la commission des affaires scolaires et enfance et jeunesse, qui s'est réunie le 20 février, à donner un avis favorable. Bon, voilà. Non. J'allais préciser que ce point avait été soulevé pendant la Tout à fait. commission. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on se faisait... Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et le dernier point, donc, c'est une convention pour que les jeunes de l'accompagnement scolaire puissent faire un voyage. Donc ce voyage concerne 30 enfants de 6 à 15 ans. Donc voilà, vous avez, c'est pour aller visiter les châteaux de la Loire. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, le dernier point, et c'est là que commence le conseil, nous devons lire le rapport en entier du SIAGE et du CIPEREC. Donc non, la dernière fois, nous n'avions pas reçu
ces rapports. Nous n'avons pas pu vous les transmettre. Donc nous avions dit que nous allions en dire 2 mots sur le CIPEREC. Voilà, je donne la parole à François, si tu veux bien dire 2 mots. Et puis, Vanessa dira 2 mots. Oui, vraiment. Non, vraiment un petit condensé. Non, c'est bon. Ça arrive. On t'enregistre pas sans micro. Non. On m'entend mieux? Oui. Alors, je disais le rapport d'activité CIPEREC 2021. Donc, le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication. Donc, la commune de Marolles-en-Brie est adhérente à la compétence uniquement numérique concernant ce syndicat. Je rappelle qu'effectivement qu'on est adhérent au CIGEF pour le gaz et l'électricité. Je crois que le rapport a été présenté lors du dernier conseil municipal. Alors, quelques chiffres qui concernent donc cette compétence. Donc, il y a 92 communes qui sont affiliées à ce syndicat pour cette compétence. Donc, 15% des foyers desservis par les réseaux à très haut débit. Et ensuite, il y a plus de 4500 km de réseaux d'initiative publique à fibre optique. Donc, je crois que pratiquement toute la commune de Marolles-en-Brie est couverte par la fibre. Peut-être quelques coins encore isolés, mais je crois que c'était en cours de règlement. Il y a quelques petits soucis techniques, mais c'était en cours voilà. Voilà. Il y a 98 maisons. 98 maisons actuellement, mais qui n'ont rien à voir avec... c'est plutôt Orange. J'ai le montant en tête parce que je leur ai écrit un mail un peu salé ce matin. 98 maisons qui ne sont pas câblées pour plusieurs types de raisons. Mais nous y travaillons, mais avec Orange, c'est compliqué. Voilà, merci beaucoup. Quelques mots sur le siège. Alors, je vais vous donner quelques chiffres clés concernant le SIAGE. Donc, le SIAGE, c'est 120 communes sur le territoire. Ça représente 475 000 personnes. Il y a 26 EPCI et 28 communes adhérentes en direct. Ça représente au niveau du personnel du SIAGE 94 agents. Au niveau des dépenses, il y a 36 millions d'euros qui sont consacrés à l'assainissement et 4 millions qui sont consacrés à la GEMAPI. Le budget d'investissement moyen, c'est 24 millions d'euros et le budget d'investissement moyen en GEMAPI, c'est 1,5 million d'euros. Cette année, pour tout vous dire, la contribution des eaux pluviales en 2022, c'était 38,80 € par habitant. Au niveau du budget 2022, il y a eu des travaux qui ont été faits au niveau de la rue des Blés d'Or et rue des Grands Roseaux, et une réhabilitation au niveau du bassin de collecte du Réveillon pour un montant de 70 247 € exactement. Sur les travaux qui sont à prévoir en 2023, donc il y a déjà des travaux qui sont en cours au niveau du golfe. Vous vous rappelez, avec toutes les inondations qu'il y a eu, ils refont en fait l'énorme buse qu'il y a à la sortie du carrefour, oui, du rond-point en allant vers le rue et vers le golfe. En fait, ils refont tout cet aménagement. Et il y a aussi prévu toute la réhabilitation du faubourg Saint-Marceau en 2023. Donc, il y aura plusieurs phases de travaux qui sont prévues, justement parce que au niveau du calage des travaux, il y aura des portions qui seront des fois fermées ou en alternat, etc. Donc, on communiquera effectivement tout ce qui concerne ces travaux-là bien en amont, justement pour que les gens puissent s'organiser. Et ça va se faire sur plusieurs mois à ce niveau-là, parce que ça concerne vraiment tout le quartier jusqu'au retour du gymnase. Alors, le début, je crois que c'était... il y a une phase en mai, je crois.
C'est ça. Il faudra... Donc, en tout cas, ce devrait être voilà, fin de printemps cet été pour que ce Oui, soit ce calé. sera là. Mais il faudra sortir en parachute. Non, ce sera ouvert, ce sera fermé aux heures de travail. Et puis aux heures de sortie. Exactement. Mais j'ai pas le permis de pilotage hélicoptère. Écoutez, voilà ce que je peux vous dire en condensé. Oui, Après, il y a vraiment tout le détail. Je vous invite à lire, c'est très intéressant. Sur Marolles, ils vont également faire des travaux, mais prochainement, là, au mois de mai ou juin, au niveau du golfe. Vous savez, il y a le cours d'eau qui passe, qui passe. Alors, oui, c'est ça, de Grosbois, et qui va vers le Réveillon. Alors, il y a un très gros tuyau par lequel arrive l'eau, et après, ça se restreint, ça passe en dessous de la route, donc ça inonde tout le parking du Réveillon. Donc, ils vont le grossir pour que ce soit plus cohérent. Parce que souvent, les inondations commencent là, et voilà. Donc, nous avons eu la confirmation parce que nous les avons reçus récemment, et ils nous ont confirmé les travaux. Voilà, donc il convient de prendre acte là aussi. Tout le monde était réveillé lors de la lecture totale et complète de ces rapports. Voilà. Donc, dernier point, c'est les questions. Alors, je rappelle que vous pouvez également poser des questions au conseil municipal à chaque fois, donc n'hésitez pas. Donc, nous avons reçu les questions du groupe élu opposition indépendant. Je ne suis pas encore familiarisé, excusez-moi. Donc, je lis. Il faut que je m'entraîne. Donc, alors, première question sur le relais d'assistance maternelle. Ce service est fermé depuis un peu plus d'1 an maintenant. Vous avez annoncé une réouverture dès le mois d'avril. Qu'en est-il? Alors, d'abord, aujourd'hui, ça ne s'appelle plus le RAM. Ça s'appelle aidez-moi. Le relais petite enfance. Voilà. RPE, c'est ça. C'est ça l'âge. On est habitué. C'est relais petite enfance maintenant. Mais bon, la bonne nouvelle, et vous serez invité à l'inauguration qui aura lieu le 25 mars. Donc nous avons embauché une dame qui s'appelle Madame Kidichi, qui a fait tout le travail, qui a fait les validations avec les services locaux, départementaux, etc. Donc le samedi 25, l'inauguration aura lieu à 10h et nous vous convierons. Bon, c'était ce qui existait déjà, en tout cas, voilà. C'est une bonne nouvelle. Comme prévu. Rien de nouveau. Ben oui, mais... En termes de services civiques et pour nos assistantes maternelles, c'est une très bonne nouvelle. Et pour les parents aussi. Absolument. Nous partageons cette idée depuis le début. Je pense que c'est pour cela que nous sommes attelés à ça. Mais les choses prennent du temps, le recrutement, le projet, il faut tout réécrire. Enfin, c'est très lourd. Parce qu'en fait, ce que nous avons appris, moi je ne savais pas personnellement, c'est qu'une autorisation d'ouvrir un relais petite enfance est donnée à la personne qui porte le projet. Donc si la personne n'est plus là, il faut tout refaire à zéro. Oui, mais c'est vraiment incroyable. Donc c'est pas donné à la ville, c'est pas donné au syndicat de petite enfance, c'est donné à la personne qui s'en occupe. Bon, c'est comme ça. Le budget, alors quel premier bilan pouvez-vous tirer de l'extinction de l'éclairage public la nuit de minuit à 6h du matin depuis le 9 janvier 2023 ? Alors d'abord, nous avions commencé de minuit à 6h du matin, nous sommes passés à 5h du matin parce que le premier bus passe à 5h30, donc nous avons reçu des courriers de Marolles nous disant quand nous sortons, nous ne voyons pas très bien l'état des trottoirs, etc. Donc actuellement, nous sommes sur minuit, 5h du matin, et non plus minuit, 6h du matin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la raison pour laquelle nous avons fait ce choix n'est pas une raison budgétaire. C'est vraiment une participation
d'abord à la sobriété énergétique qui nous est demandée. Souvenez-vous, il y a quelque temps, parce qu'il faut vraiment dater les décisions et se souvenir du contexte, il y a quelque temps, nous étions menacés en hiver de coupure d'électricité. Donc on avait demandé de réduire la consommation électrique. C'est comme ça que beaucoup de villes en étaient arrivées à réduire le coût. Bien sûr, la lumière n'étant pas allumée, nous n'allons rien payer. Mais comme nous sommes à 92% de LED, franchement, l'économie n'est pas le premier objectif. Donc le bilan que nous en tirons, c'est qu'il n'y a pas eu de problème majeur, il n'y a pas eu de cambriolage durant cette période. Et je crois qu'aujourd'hui, sur tout le pays, ça se fait. Malheureusement, les 2 cambriolages qui ont eu lieu les 2 derniers mois, c'était avant l'extinction, puisque c'était le 31 décembre, dans la nuit du 31 au 1er janvier, et puis le précédent était en journée avant. Voilà, donc il n'y a pas encore de lien à ce niveau-là. Donc le bilan est plutôt positif, on va dire. Donc avez-vous connaissance du commerce qui s'installera à la place du cabinet des infirmières? Oui, nous en avons entendu parler, mais rien n'est fait jusqu'à présent. Donc voilà. En tout cas, personne n'est venu nous voir pour nous demander quoi que ce soit. Mais comme tout Marolais, nous entendons des choses, une agence immobilière, voilà. Comme tout. La même version. C'est pour ça que peut-être que vous auriez eu des précisions. Non. Ouais, mais nous l'aurions dit si nous avions quelque chose de certain. Voilà. Donc c'est pas fait. En tout cas, tant qu'on n'est pas venu en mairie nous dire voilà, monsieur le maire, on veut faire ça, on demande telle autorisation, on se garde de dire quoi que ce soit, parce qu'il y a dans un autre genre une chose qui était bien avancée, puis finalement ça s'est pas fait. Donc je préfère ne rien dire. Alors, RH, combien d'employés municipaux ont quitté la mairie en 2002? Pour quel motif? Alors, nous avons eu exactement 3 départs en retraite, dont une personne qui a souhaité être employée comme vacataire de temps en temps, donc ce que nous faisons. Il y a eu 4 mutations, des personnes qui sont parties, qui à la région, qui au Grand Paris, une personne qui allait en province pour des choix personnels, et puis deux personnes qui pour des choix familiaux. Nous avons une fin de contrat, c'est-à-dire à la fin d'un CDD, quelqu'un qui n'a pas été renouvelé. Nous n'avons pas prolongé le contrat. Et puis nous avons eu 2 demandes de mise en disponibilité. Voilà. Donc pour chacune de ces personnes, les départs se sont très bien passés avec des pots, pas de problème, pas de prud'homme en cours. Par contre, nous gérons un prud'homme de la précédente mandature. La résidence intergénérationnelle, donc je laisse Vanessa répondre sur le sujet. Donc la question c'est, lors de la réunion publique du 16 février dernier, pour exposer le projet, vous avez dit mettre en place un comité de pilotage. À quelle échéance? Quel est son rôle? Quels sont ses membres qui y siégeront? Quelle est la périodicité de tenue de cette instance? Alors en fait, c'est pas la ville qui porte le comité de pilotage, c'est l'État. Parce qu'en fait, une résidence intergénérationnelle, je vous l'avais expliqué, c'est pas du logement classique social, ça répond en fait à un projet social. Aujourd'hui, on a 23 logements sur les 55 qui sont fléchés seniors. Et pour que ces appartements-là soient dédiés aux seniors, on est dans l'obligation de demander à l'État un accord en fait sur le fléchage de ces logements. Et donc, la gestion de la résidence doit répondre à un projet social. Donc en fait, les partenaires qui font partie de ce comité de pilotage, mais on pourrait aussi l'appeler comité de suivi, qui se réunira en fait annuellement tout au long en fait de la vie de cette résidence. On a tous en fait, que ce soit la ville ou les autres réservataires, en fait, ce sont tous les partenaires financiers de l'opération. Donc ça va être l'État par le biais de la préfecture, vous avez le département, la région, Action Logement, et puis le bailleur Val-Office et la ville. Voilà. Donc en fait, il y a des réunions qui sont faites annuellement. La première attribution en fait des locataires, elle se fera
avec en fait l'assentiment de tous les partenaires réservataires de cette résidence. Et puis, il y aura un comité de suivi qui sera fait annuellement pour voir effectivement si tous les réservataires respectent le règlement qui a été édicté, si la vie en général de cette résidence fonctionne bien, est-ce qu'il faut faire des ajustements ou pas, et puis qu'on voit au fil de l'eau en fait comment fonctionne cette résidence. Donc il y aura toujours un suivi qui sera fait tout au long de la vie de cette résidence. Donc ce comité de pilotage, qui est un comité de suivi, il perdurera en fait tout au long de la résidence. Voilà. Avec les acteurs que vous venez de citer. Exactement. C'est sont... en fait, tous les partenaires D'accord. financiers qui ont contribué au financement de la résidence en fait. Oh, parfait. Voilà. Merci. Avant-dernière question, le comité extracommunal de sécurité, quand est programmée la prochaine réunion? Le 6 avril. Le 6 avril à 19h. Nous avons, avec le changement, le CIVU, l'installation, le réajustement, parce que maintenant c'est un syndicat, donc avant la police intercommunale était un budget annexe de Centeny, donc c'est Centeny qui portait tout. Là, il a fallu qu'on se réorganise, il va falloir voter le budget, etc., etc. Donc voilà. Donc nous vous confirmerons ça pour le 6 avril, 19h, 19h30, ici. Dernière question. Mise en place d'un dispositif de groupement d'achat. Vous aviez annoncé en 2021, mettre en place un dispositif de groupement d'achat à l'instar du système de compostage mis en place, récupérateur d'eau, entretien de jardin, panneaux solaires. Des Marolais sont intéressés et veulent avoir des précisions. Alors effectivement, nous avions pensé que c'était extrêmement simple de faire ça, mais nous ne pouvons pas, en tant que municipalité, aller négocier avec, je dis n'importe quoi, Leroy Merlin, Castorama, etc. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Nous nous sommes renseignés, on nous a dit que ce n'est pas possible. Par conséquent, il fallait que l'on passe par une association qui, elle, va négocier et proposer que l'on aille acheter ensemble à travers ces négociations. Donc pour l'instant, nous avons rencontré une association et ils sont en train de s'organiser parce qu'ils venaient de se constituer, etc. Donc il va falloir attendre un peu malheureusement. Alors je ne l'ai pas en tête, je pourrais vous dire ça, mais... non, régional. Régional. Parce oui, que non, plus elle a de surface... Compte tenu de et la plus surface, absolument. Exactement. En fait, ils ont un site, eux, ils se chargent de tout. Hop, les gens, en fait, ils nous avaient même dit qu'on pouvait porter pour nous Marolles, même au-delà de Marolles, c'est-à-dire que même pour les villes du plateau briard, plus il y aurait de monde, en fait, qui adhérerait, en fait. Et qui dirait, voilà, je suis intéressé par un récupérateur d'eau. Forcément, plus il y a de monde et plus les prix sont tirés vers le bas. Et du coup, après, c'est eux qui se chargent de trouver l'entreprise adéquate qui fera le meilleur tarif. Alors c'est vrai qu'ils avaient dans l'idée, lui il travaille un peu en province, d'essayer en plus de travailler avec des entreprises qui sont vraiment le plus locales possible. Par exemple, nous on avait posé la question pour des vélos électriques, qui par exemple ils nous proposaient plusieurs références, mais c'est surtout quand on achète un vélo, on veut aussi l'entreprise qui répare les vélos, parce qu'on habite ici, donc on ne peut pas se permettre d'avoir une entreprise à Rennes par exemple, qui ne pourrait pas faire le service après-vente du matériel. Donc eux, ils ont dans l'idée en fait de faire travailler les entreprises qui sont assez locales et pour justement avoir le service et le service après-vente derrière. Donc aujourd'hui, c'était quand on les a rencontrés l'année dernière avec François, ils venaient juste de se lancer. Donc on a toujours l'idée de le faire, mais on voulait voir effectivement un petit peu plus parce que c'était tout nouveau et on n'avait pas envie de servir d'avoir de cobayes ou d'avoir sans bénéficier de l'expérience. Et d'autant plus que pour l'instant, je vous ai dit, ils travaillaient vraiment sur c'était de mémoire en Bretagne, etc. Ils étaient sur un secteur bien défini. Le nôtre, c'était un peu plus vague, donc on a préféré, voilà, on voit s'ils ont eu la question aussi.
voilà, de cibler sur des produits que, voilà, quels sont les produits qui seraient intéressants pour la population. C'est toujours une idée qu'on a, on ne l'a pas oubliée, mais c'est vrai qu'on veut être sûr que ça fonctionne bien avant de se lancer. Je pense qu'il y a quelques attentes quand même. Oui, bien sûr, mais c'est pour cela que c'était dans notre programme de campagne. Parce que justement, nous les avions rencontrés, ces marolais. Alors, exactement. Nous sommes tous les mêmes marolais, vous savez. Nous sommes à 2 coudées de chaque marolais. Donc, exactement. Alors, écoutez, nous arrivons au terme de cette réunion. Merci à tous. Je voulais vous dire que il va falloir que l'on change la réunion du prochain comité de sécurité parce que le conseil municipal pour le budget a lieu le 6 avril. Donc, on va essayer de le décaler quand même. Voilà. Donc, il est pour l'enregistrement 20h41. La séance est levée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous, mais nous ne chassons personne. Hein, si vous voulez rester, ce sera avec plaisir. Voilà. Bonne soirée à tous et à toutes.